Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Face au Business. Les crypto-monnaies sont des devises numériques, c'est-à-dire 100% électroniques et magnétiques, qui n'ont ni biais ni pièces. Alors, elles sont créées à partir de la technologie informatique appelée blockchain. Quelle est l'origine de ces monnaies? Comment fonctionnent-elles? Comment sont-elles intégrées dans les pays africains et comment l'Afrique peut tirer profit de cette devise numérique pour lutter contre la pauvreté? Nous allons le savoir dans ce numéro de Face au Business. Et pour ce faire, nous avons invité des experts sur notre plateau. Sans plus tarder, nous avons Monsieur Solomon Diallo qui est le DGA de Globumi SA. Soyez le bienvenu. Merci. Sur notre plateau aussi, il se fait accompagner par M. Nounsan Traoré, qui est le directeur des affaires corporatives à Globumi SA. Soyez le bienvenu. Merci. Et enfin, sur notre plateau, nous avons M. Rasmane Daboni. Il est membre fondateur de Safe Zone et directeur général de SBCM. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, sans plus tarder, vous allez nous présenter vos différentes structures. Qu'est-ce que Globumi, M. Solomon Diallo? Merci de nous recevoir sur ce plateau. Globumi, c'est une abréviation. C'est Global Business Management Institute. D'accord. Pour la première fois enregistré sous la forme SARL. Et en 2018, sont passés sous la forme SA. Et Globumi est une compagnie qui opère sur le marché financier, notamment dans le domaine du Forex. C'est-à-dire ce que nous faisons, c'est et la formation, l'accompagnement et l'investissement, tout simplement. D'accord. Monsieur Traoré, vous pouvez ajouter à la définition de Globumi, quels sont vos différents produits et services? Nos différents produits et services depuis notre lancement, ça a d'abord été de la formation sur ces différents marchés sur lesquels en fait on intervient, dans un but premier d'abord de démystifier un peu l'usage courant de ces marchés-là aux populations. Et ensuite, nous avons lancé différents produits d'investissement et très récemment, on va dire à la mi-2018, nous avons lancé notre première crypto-monnaie qui se nomme Kamakolo. D'accord. Alors, nous allons revenir sur Kamakolo, sa définition et l'inspiration pour avoir choisi ce nom Kamakolo. Monsieur Rasmane Daboni, présentez-nous votre structure. Alors, moi, ma structure, c'est SBCM, dont je suis le directeur général depuis 2018. Mais il faut dire que depuis 2011, je suis membre fondateur de Safe Zone. C'est quoi Safe Zone? Safe Zone, c'est une zone sûre créée par des Américains. Ils sont 15. Et ces 15, c'est des experts dans le domaine de l'Internet. Il faut dire que ces 15-là, le moins âgé à 57 ans, le plus âgé à 92 ans. Et ces 15 ont pris l'Internet, ils l'ont scanné à la loupe. Ils ont vu que l'Internet aujourd'hui a trop de méfaits. L'Internet contient beaucoup de problèmes. Ça fait que ces problèmes ont engendré beaucoup de difficultés dans la vie des gens. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Ils ont décidé tout simplement de créer une zone sécurisée sur Internet dans laquelle ils ont logé plus de 40 sites web qui fonctionnent simultanément et qui répondent aux besoins de l'homme. C'est ainsi que nous avons eu la chance de connaître cette grosse firme, un holding, qui aujourd'hui, leur objectif, c'est d'assainir l'Internet. L'Internet, aujourd'hui, grâce aux méfaits, beaucoup de cadres ne l'utilisent pas. J'ai même rencontré des gens, par exemple, qui me disent qu'ils n'utilisent pas l'Internet, ils n'utilisent pas Facebook. Or, au XXIe siècle, l'Internet constitue aujourd'hui un enjeu dans nos vies. Un grand marché. Un grand marché. Vivre aujourd'hui sans Internet, c'est comme se mettre une balle tout simplement dans la tête. Donc, c'est fort de ce potentiel que nous avons décidé et vraiment de nous engager à Safe Zone et de permettre en un temps soit peu aux Burkinabés qui n'ont pas confiance à l'Internet, d'une part, de refaire confiance et d'amener le monde entier à savoir qu'il y a un endroit sur Internet qui est sécurisé, où ils peuvent en toute tranquillité travailler, investir, faire tout. Mais pour terminer, il faut dire que Safe Zone regorge 4 concepts. Safe Zone, c'est à la fois l'Internet parfait, c'est à la fois du trading, c'est à la fois la blockchain, c'est à la fois la crypto-monnaie. Donc, ne pas connaître ces choses aujourd'hui, c'est un peu à l'image de nos parents qui n'ont pas eu la vision de comprendre que dans 30 ans, 40 ans, les parcelles allaient être vraiment importantes. Il fallait attraper un poulet, partir chez le chef et on te donnait des hectares et des hectares. Aujourd'hui, ils nous disent que s'ils avaient compris, ils allaient effectivement... J'allais dire s'approprier ces parcelles-là et les revendre aujourd'hui. Merci. Aujourd'hui, c'est le même enjeu.
toute personne qui ne connaîtra pas ces zones de nos jours, il faut dire que dans 20 ans, il va se mordre les doigts de n'avoir pas connu ce holding. D'accord. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors, Monsieur Diallo, parlez-nous un peu de votre parcours. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous investir dans ce domaine-là? Merci. Il faut dire que toute l'histoire a commencé en 2016. Parce que comme là, je l'ai dit tantôt, la première fois que la globule a été enregistrée, c'était le 21 juillet 2016. Et c'est né de l'initiative de 3 jeunes. Donc, M. Bapelman Sombier Hippolyte, qui est aujourd'hui le PDG, M. Kwadio Berassou, qui est le DMC, et puis moi-même. Alors, à l'origine, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis entrepreneur de formation. Hein. C'est ce que je fais d'habitude. Donc, on est tous à la recherche, n'est-ce pas, d'une solution ou des solutions qui vont simplement permettre à la jeunesse africaine ou à l'Afrique de pouvoir s'en sortir. Oui. Et c'est là qu'en creusant, on a simplement découvert ce filon. Et on a dit pourquoi pas, on va l'expérimenter. Et en creusant davantage, on s'est rendu compte que ce filon était encore très intéressant parce qu'il pouvait à la fois être une source non seulement de création d'emplois, mais aussi de richesse. Et nous avons dit pourquoi pas, nous allons nous mettre ensemble et nous allons expérimenter cela. Bon, on a commencé à faire notre petit parcours de chemin et puis les choses ont grandi. Les choses ont grandi parce que au fur et à mesure que nous creusions, nous avions bien compris également que le potentiel était immense et qu'il fallait simplement permettre à toute la jeunesse africaine de pouvoir découvrir cela. Et pourquoi pas, pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous fassions en sorte que l'Afrique puisse effectivement s'épanouir. C'est l'objectif. Donc on a placé tout de suite et maintenant des séances de formation que nous avons commencé véritablement à donner. Et je peux vous assurer que 2 ou 3 années après, aujourd'hui quand on fait un petit point, nous avons pas mal de jeunes africains, et burkinabés notamment, que nous avons formés, qui aujourd'hui opèrent sur ce marché financier. Et donc, nous estimons que c'est quand même quelque chose d'assez important. Consistant. D'assez consistant. D'accord. Et même si, jusqu'à aujourd'hui, c'est un marché qui demeure encore mystérieux. Parce que quand vous parlez de marché financier international, les gens vous prennent pour peut-être quelqu'un qui vient d'ailleurs. Ou bien pour des arnaqueurs. Et un truc de ce genre, voilà. Oui. Mais pourtant, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Moi, si vous me demandez aujourd'hui, est-ce que ça me dirait d'aller faire une plantation en Côte d'Ivoire? Je dirais non. Pourquoi? Parce que ce n'était pas adapté à mon époque. Mon époque, c'est tout ce qu'il a dit là, c'est l'Internet, c'est tous les outils qui peuvent me permettre de pouvoir effectivement challenger le jeune asiatique, le jeune américain, le jeune européen. Oui. Donc, à la fois, s'ils sont capables, eux, de le faire, il faut que la jeunesse africaine également comprenne. Et c'est un marché aujourd'hui accessible et il faut que la jeunesse africaine ose y aller. Parce que nous pensons que c'est un salut qui va permettre effectivement à l'Afrique de pouvoir tirer son épingle. Merci beaucoup. Monsieur Traoré, votre parcours, pourquoi vous êtes intéressé au domaine de finances numériques? Moi, déjà, à la base, je suis actuaire de formation. En fait, qui dit actuaire dit mathématicien du risque, gestionnaire de risque dans le domaine de la finance. Donc, c'est un domaine dans lequel je suis imprégné. Je suis vraiment aguerri depuis quand même, on va dire, 8 ans. Donc, on a touché un peu à tout. Je suis également entrepreneur. J'ai eu à créer quelques entreprises qui opèrent également dans le domaine financier et dans le domaine des assurances. Et bien sûr, j'ai rejoint l'aventure Globumi il y a quelques temps parce que nous partageons les mêmes visions avec les promoteurs. Et c'est à la suite de plusieurs séances de discussion que je me suis joint à l'aventure pour cheminer, parce que la vision que nous partageons est une grande vision et ce n'est qu'ensemble qu'on pourra vraiment réussir. Voilà. Ça ne sert pas que chacun aille un peu de son côté. Tout à fait. Comme on le dit, unissons nos forces pour un plus grand impact. Tout à fait. Je suis curieuse. Kamakolo, vous l'avez mentionné dans la présentation. Qu'est-ce que exactement Kamakolo? Merci. Kamakolo est une crypto-monnaie en devenir. D'accord? C'est une crypto-monnaie en devenir. Et qu'est-ce qui nous a motivés à y aller? Vous savez très bien que comme je l'ai dit, depuis 2016, nous opérons déjà sur le marché financier international, notamment sur le Forex, qui consiste simplement, vous savez très bien, achat et vente de devises étrangères. Oui. Et en creusant, nous avons compris qu'autour de cela, il y a encore bien d'autres opportunités qu'on pourrait non seulement saisir, mais aussi offrir. Et c'est en réfléchissant qu'on a décidé effectivement d'y aller. Pourquoi? Parce que vous savez que tout ce qui touche aujourd'hui au monde de la finance est assez délicat. Bon, les gens me disent de l'autre côté, c'est le nerf de la guerre. Moi, je dis c'est le nerf de la paix. Et il faut faire en sorte que ce soit véritablement une solution pour cela. Et on s'est dit, habituellement, l'Afrique attend toujours
Bon, on s'est toujours arrangé pour que l'Afrique soit dans une position d'attente, toujours, donc de consommatrice. Et pourtant, le génie humain est là, le potentiel est là. Pourquoi ne pas le faire? C'est seulement ce qui nous a motivés. On s'est dit, cette fois-ci, nous allons encore une fois entreprendre. Donc nous allons encore une fois aller creuser et effectivement faire peut-être mieux que ce que les autres disent. C'est vrai que quand on parle aujourd'hui de Kamakolo, Kamakolo c'est quoi? Kama, c'est le nom originaire de l'Afrique, parce que l'Afrique, avant la colonisation, ce n'était pas l'Afrique, c'était Kama. C'était Kama. Donc Kama, c'est le nom authentique de l'Afrique. Et Kolo, c'est comme pour ceux qui comprennent le Dula, c'est l'os. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne nous enseigne même pas l'origine même du nom de l'Afrique. Non, on ne peut pas vous enseigner cela, parce que vous enseigner cela, c'est vous valoriser. C'est dire que vous êtes important, c'est vous dire que vous êtes intelligent, que vous pouvez apporter de la valeur. Donc on ne le fera pas. Il revient à l'Afrique, il revient à la jeunesse africaine. De chercher ses origines. Voilà. D'arracher cela. J'aime dire souvent, il faut arracher, parce qu'on ne va jamais nous offrir cela. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le monde est guidé par des intérêts. Et il faut que la jeunesse africaine comprenne que nous sommes à un tournant assez délicat. Il faut qu'on se lève et il faut qu'on se batte. Bien entendu, un combat d'idées, un combat d'intelligence, un combat d'énergie qui pourront permettre effectivement à l'Afrique de pouvoir se libérer. Donc, nous nous sommes dit, au regard bien entendu de ce que ce marché ou cette opportunité pouvait offrir, on s'est dit non, on ne va pas s'arrêter là. On a regardé à peu près toutes les cryptos qui existaient et on s'est dit, nous allons faire autrement. Je ne vais peut-être pas faire ici toute la genèse des cryptos. La première que vous connaissez, c'est le Bitcoin, qui fait son petit bonhomme de chemin. Et jusqu'ici, on regarde ça à distance. Il n'y a que quelques Africains qui comprennent et qui adhèrent et qui pensent effectivement que c'est la monnaie de là. Mais je vous dis, le monde de la finance est en train d'aller vers la monnaie de l'argent crypté. Donc d'ici quelques années, les billets que vous avez là vont disparaître. Encore une fois, comme je me souviens, encore en 99, quand on parlait des premiers téléphones, on nous disait de ne pas approcher pendant longtemps à l'oreille parce que ça va se faire éclater combien de neurones et tout ça. Mais aujourd'hui, on utilise les téléphones sans se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on y a travaillé suffisamment pour réduire ces risques de sorte à ce que ce soit plus facile à utiliser. Donc pour la crypto-monnaie, c'est ce que nous avons vu. Au lieu effectivement de s'aligner déjà à ce que les gens ont fait et qui comportent pour nous des insuffisances, nous allons effectivement initier et faire à la dimension africaine, tout simplement. C'est vrai, quand je dis dimension africaine, ce n'est pas forcément une cuisine, parce qu'on ne va pas prendre des outils à l'africain pour le faire, mais c'est des outils que nous utilisons tous, que nous partageons, que le monde partage. Mais nous allons l'adapter à notre contexte, à notre réalité, de sorte à ce que ce soit quelque chose de propre au moins à l'Afrique, tout simplement. Donc d'où le nom de Kamakolo. Et je vous assure, depuis sa création, depuis son lancement le 1er août dernier, à aujourd'hui, si vous regardez la courbe, c'est en train de monter. Pourquoi? Parce que la force de Kamakolo est lié à deux aspects. Le premier aspect, c'est que nous sommes assez outillés pour lever des fonds sur le marché financier. Ça, il n'y a rien à faire. Nous l'avons fait. Nous avons fait former des gens aujourd'hui qui en témoignent. Ce n'est pas Globumi, c'est des gens qui peuvent vous le donner. Deuxième aspect, c'est que nous avons des gens qui nous supportent depuis longtemps, qui ont cru à cette vision et qui disent on est avec vous. Donc, des investisseurs, on m'a dit partenaires, qui sont avec nous, qui nous soutiennent et qui viennent aujourd'hui faire en sorte que Kamakolo devienne quelque chose d'assez solide. Et nous sommes en train de dire, on est à un départ. On a dit 18 mois pour la phase ICO, mais on est en train de partir et c'est en train de faire son bonhomme de chemin. Il reste combien de mois pour atteindre les 18 mois? Normalement, on ira jusqu'en janvier 2020. Donc, on est encore peut-être à mi-chemin. Okay, il reste encore beaucoup parce que je pense qu'il y a encore près de 200% à apprendre. Donc, c'est encore intéressant sur la moyenne prévue. Donc, c'est véritablement quelque chose j'allais dire, vraiment d'intéressant. Et on souhaiterait que le Burkinabé comprenne ça. Alors, Monsieur Daboné, parlez-nous un peu de vos débuts dans les monnaies numériques. Ok, il faut dire qu'avant que je n'arrive aux monnaies numériques, je fus d'abord directeur commercial, ou du moins responsable commercial de 2 grosses boîtes au Burkina Faso. J'étais à Genedis Burkina, que beaucoup connaissent, que beaucoup aussi ne connaissent pas. Et j'ai fini mon parcours à Sodigaz. Mais il faut dire que durant mon parcours, j'ai eu la chance en 2011 de côtoyer un expert béninois qui opérait déjà dans le domaine de l'Internet. Et c'est à travers cet expert-là que j'ai eu la chance de découvrir SafeZone. Et depuis que j'ai découvert SafeZone en 2011, il y a quelque chose qui s'est produit en moi. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se fait que les gens s'intéressent aussi tant à l'Internet? Et cette curiosité m'a poussé à découvrir qu'en réalité, ils n'avaient pas tort. Parce que les fondateurs de SafeZone ont dit, il y a 8 valeurs fondamentales. Si
qu'un service sur Internet doit remplir. Si ce service-là ne remplit pas ces 8 valeurs fondamentales, il ne mérite pas que nous perdons notre temps là-dessus. Et ces 8 valeurs fondamentales, c'est lesquelles? C'est la confidentialité, c'est la protection de la vie privée, c'est la sécurité sur Internet, c'est le partage, c'est l'influence, c'est la famille, et puis il y a la charité. Voilà les 8 valeurs. Je me suis dit, mais tiens. À travers ça, ils m'ont accroché. Mais en essayant d'aller un peu plus loin avec eux, ils sont allés me faire découvrir qu'en réalité, les services que nous utilisons, c'est grâce à notre usage que ces services-là gagnent de l'argent. Tout à fait. Et quand vous observez, Facebook, comme Facebook, Google, voilà, ce sont nos données qui enrichissent Facebook. Maintenant, ce sont nos données. Ils s'enrichissent à travers nos données privées, à travers nos noms, prénoms que nous leur fournissons. Mais en retour, ils ne nous donnent rien. Tout à fait. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça encore? Donc, ça a attisé ma curiosité et ça m'a poussé beaucoup plus à m'intéresser. Et c'est ainsi qu'ils m'ont fait découvrir qu'en réalité, ils ne devraient pas se comporter cela. Ils devraient plutôt mettre un système pour permettre à l'utilisateur de l'Internet d'avoir au moins quelque chose. De tirer profit aussi. De tirer profit. Ça veut dire que si ils gagnent 5 000 francs, normalement que les 1 000 francs au moins reviennent à l'utilisateur. Chose qui n'est pas faite. Donc, à force de rester là-bas et de satisfaire ma curiosité, j'ai compris les enjeux. Et ils sont allés même jusqu'à dire qu'en réalité, SafeZone devrait, et Facebook du moins, devrait payer les impôts dans nos pays. Et Facebook, s'il allait payer les impôts au Burkina ici, imaginez-vous un seul instant, il y a combien d'utilisateurs de Facebook au Burkina? Des milliers et des milliers. Or, si chaque utilisateur, ne serait-ce que chaque journée apportait 5 000 francs à Facebook, vous pouvez calculer rapidement ce que Facebook engrange en termes de mois. Or, il suffit seulement de monter un petit kiosque au bord du goudron et le lendemain, la patente est devant ta porte. Pourtant, ici, les gens n'en font pas un problème. Tout le monde utilise Facebook, mais ils ne voient pas ce détail-là. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il se trouve que Facebook ne crée pas des emplois dans nos pays. Il aurait dû, par exemple, créer une administration dans tous les pays où il y a des représentants et des ambassadeurs dans tous les pays pour permettre au moins à ces citoyens-là d'avoir de l'emploi dans leurs pays respectifs. Ça n'a pas été fait. Et aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, vous allez comprendre un peu qu'effectivement, cela est devenu un problème mondial. Si bien que l'Union européenne est en train de réfléchir sur comment ils vont taxer les géants du net, qu'on appelle la GAFA. Oui. GAFA veut dire Google, Apple, Facebook, Amazon. Et la France déjà commence sa première taxe en fin janvier, ça veut dire aujourd'hui même. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un enjeu effectivement au niveau de l'Internet. Donc le fait qu'ils m'ont fait rester dans l'espace et qu'ils m'ont fait comprendre tous ces enjeux, ils ont dit maintenant que Facebook va prendre le contre-pied parfait de tous ces géants du net qu'ils ont qualifié de poubelle de l'Internet. Maintenant, Facebook va faire carrément le contraire. Ça veut dire que Facebook aura une administration dans tous les pays. Oui. Facebook et SafeZone est allé loin même pour dire qu'ils vont récompenser les utilisateurs en fonction du temps et en fonction des activités qu'ils mènent sur la plateforme. Donc, pour ça, j'ai vu le potentiel et ça m'a vraiment... il y a quelque chose qui m'a pris comme vraiment une passion. Oui. Et les Américains disent que lorsque tu fais un travail, que ce travail n'est pas passionnant, il faut l'abandonner. Et c'est ça tout simplement qui m'a amené du coup à m'intéresser. Et depuis 2011 jusqu'à maintenant, j'ai pu entraîner avec moi plus de 3000 Burkinabés. Et il y a des institutions entières que j'ai pu embarquer dans SafeZone. Et maintenant, à partir de 2014, il y a quelque chose encore de grand qui s'est passé. Ils disent que de la même façon, ils ont scanné Internet et qu'ils ont créé SafeZone, qui va être l'Internet parfait pour l'humanité de demain. Et également, dans le domaine de la blockchain et dans le domaine de la crypto-monnaie, comprenez qu'il y a un grand enjeu. Il y a beaucoup de gens qui se tapent des milliards de dollars dans ce domaine-là. Mais malheureusement, là encore, il y a beaucoup de scandales. Il se trouve que toutes les crypto-monnaies que vous voyez, en majorité fonctionnent avec une clé privée, ou publique. Mais il se trouve que dès que tu perds tes crypto-monnaies, tu es responsable, ça veut dire la plateforme ne te récompense pas. Et il se trouve qu'au regard de ces scandales-là, SafeZone, qui est déjà dans ce milieu, a décidé de créer sa propre monnaie
et a lancé à travers sa plateforme qu'il voulait plus de 6 millions de cofondateurs pour la création de leur monnaie. Et c'est ainsi que moi qui dormais déjà là-bas, j'ai compris, je me suis engagé. Et aujourd'hui, je suis devenu cofondateur également. Bien que je sois membre fondateur de SafeZone, je suis devenu également cofondateur de la monnaie Rainbow Currency, qui est la seule crypto-monnaie qui fonctionne dans le monde comme une monnaie réelle. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire, mais il faut retenir tout simplement que les Et pourquoi vous dites que c'est comme une monnaie réelle? C'est lié aux impôts? Il faut dire que toutes les monnaies aujourd'hui ne subissent aucun contrôle étatique. Ça veut dire que les monnaies sont créées... Les monnaies numériques. Sont créées pour offrir plus de liberté, plus d'indépendance, plus de rapidité dans les transferts à tous les usagers du monde. Mais au regard de ça, comme il n'y a aucun État, ils n'ont pas de banque centrale, il n'y a pas de structure financière, il n'y a pas de règlement, il y a toutes sortes de macabis qui interviennent là-bas et qui rendent souvent la vie difficile. Tu peux voir par exemple quelqu'un qui pirate ton compte ou bien quelqu'un qui hack complètement ton compte. C'est là encore les fondateurs de SafeZone ont dit, là encore, parce que généralement, ce n'est pas tous ceux qui sont premiers dans une invention qui créent les meilleurs produits. C'est ceux qui viennent après, qui regardent le prototype qui est déjà là. Le pour et le contre. Et le pour et le contre, et c'est eux qui créent. Et je trouve maintenant qu'ils ont vu qu'ils ont déjà, en créant leur monnaie en 2017, ils ont utilisé la blockchain Ethereum. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il y a beaucoup de méfaits là-dedans. Ils se sont retirés et ils ont créé leur propre blockchain qui s'appelle Twinkle Chain. Et la Twinkle Chain aujourd'hui passe pour être la meilleure blockchain au monde parce que là, forcément, il faut que tu t'identifies pour pouvoir l'utiliser. Si tu ne t'identifies pas, tu ne peux pas l'utiliser. Ce qui fait que même si quelqu'un vole tes données, même si quelqu'un vole les coordonnées, au moment où il va faire le retrait, on va lui demander son identité. Et si l'identité n'est pas conforme à l'identité précédemment enregistrée, il ne peut pas voler ta monnaie numérique. Donc aujourd'hui, il faut dire que les YEM passent pour être la meilleure crypto-monnaie au monde. Et nous avons fait notre ICO depuis novembre 2017. Et il y a plus de, il faut dire aujourd'hui, pratiquement toute personne qui vient à SafeZone, on lui offre gratuitement 100 YEM. 100 YEM veut dire que tu as 100 pièces dont la valeur est énorme. Imaginez-vous, on paye quand le Bitcoin naissait. Si vous aviez eu la chance d'avoir 100 YEM, aujourd'hui vous vous retrouvez avec la valeur qui fait 3000 et quelques dollars aujourd'hui. Plus de 2 millions de francs CFA. Vous vous retrouvez avec plus de 2 millions de francs CFA multipliés par 100. Donc c'est pour vous dire qu'il y a un grand enjeu là-dedans. Et aujourd'hui, nous ne pouvons pas découvrir ça. Nous ne pouvons pas en train de profiter de cela et laisser nos frères et sœurs burkinabés ne pas profiter de cet avantage. Et moi, ma bataille aujourd'hui, c'est amener ces 18 millions de burkinabés à connaître SafeZone, à connaître sa crypto-monnaie, à connaître la blockchain qui s'appelle Twinkle Chain et à connaître Cashback Marketing qui est notre plateforme de trading. Donc voilà un peu. C'est pour dire que c'est quelque chose, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. L'inscription d'ailleurs est gratuite. Et d'ailleurs, à la fin de l'émission, oui, nous allons revenir sur ça. Alors, Monsieur Diallo, beaucoup de thèmes techniques ont été utilisés. Nous allons faire un peu l'historique de la monnaie numérique pour que nos téléspectateurs se retrouvent. Tout à fait. Voilà. Merci. Je pense que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon développement, le monde évolue. Et au fur et à mesure qu'on évolue, on essaie véritablement de nous adapter aux enjeux, donc aux situations du moment. D'accord? Et les visionnaires le savent, que la monnaie physique que nous utilisons aujourd'hui va disparaître. Tout à fait. Pour preuve, si vous demandez à quelqu'un, est-ce que ça te dirait de passer le soir chez moi pour prendre tes 10 000? Il dit non, pardon, envoie-moi sur mon Orange Money. Tout à fait. D'accord? Presque Pourquoi? tous les paiements sont faits oui, par parce que Orange la personne Money. te dit, du coup, je vais réduire le risque et Oui. tout. Donc, du coup, tu fais clic, ça tombe dans mon truc. Et puis, moi, je paie. Oui. Donc, on est en train d'aller tout doucement vers là. Mais comme je l'ai dit, il ne faut pas seulement aller dans le sens de la masse. Il ne faut pas juste aller. Il faut quand même se poser des questions et de voir comment est-ce que tout ceci peut être profitable. Ouais, peut-être un ensemble. Et c'est juste ça. Donc, du coup, on sait que le monde de la finance regorge pas mal d'équations. C'est des choses que nous n'allons pas dire ici. Mais il faut travailler à résoudre ces équations-là. Et fait. on pense, ceux qui effectivement sont à la base et qui mènent ces réflexions, ont effectivement, te le disent avec assez de certitude, que la crypto-monnaie est véritablement la monnaie du futur. Alors, ses origines?
La crypto-monnaie, pour la première fois, quand le monde en a entendu parler, c'était en 2009. Et c'est toujours le Bitcoin. Aujourd'hui, quand vous parlez de cette crypto-monnaie, c'est vrai, 2009 à aujourd'hui, bon, Bitcoin a fait vraiment son parcours. Et aujourd'hui, vous avez, Bitcoin a atteint un niveau où ce n'est plus ces questions de comment on l'utilise, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça apporte. On n'est plus peut-être à ce stade-là. Parce qu'on est en train de se comprendre que le Bitcoin est en train véritablement de se substituer à de l'argent, aux monnaies que nous utilisons. Est-ce qu'on peut dire que le Bitcoin a atteint son seuil de rentabilité? La courbe descend ou elle monte toujours? Non, mais la courbe peut à la fois descendre et puis monter. C'est ça la monnaie numérique. C'est ça en fait. Parce qu'en fait, je vous fais simplement une différence. Quand vous prenez Orange Money est une monnaie numérique, d'accord, qui ne change pas de valeur. Si je vous envoie 10 000 francs sur votre compte Orange Money, elle est stable. Ça reste 10 000, oui. D'accord? Mais si c'est une monnaie cryptée que je vous envoie, elle peut changer parce que les valeurs sur lesquelles cette monnaie se repose ne sont pas, c'est pas des constantes qui restent. Oui. C'est des choses qui changent. C'est comme le dollar qui monte, qui descend. Voilà. Et c'est aussi lié à un certain nombre d'activités qui sont menées. Je vous ai dit, par exemple, pour le cas de Kamakolo, c'est non seulement lié à notre capacité de lever de fonds sur le marché financier, mais aussi à toutes ces personnes qui font confiance et qui adhèrent. Donc, plus on est open pour lever des fonds sur le marché, plus la cagnotte est importante, plus la courbe prend de la valeur, plus des gens adhèrent, plus ça prend. Donc, du coup, c'est cela qu'il faut comprendre. Ouais. Et donc, du coup, on s'est rendu compte que c'est d'abord un moyen qui peut permettre effectivement de fructifier rapidement ce qu'on a. Parce que quand vous déposez votre argent, c'est-à-dire que vous investissez dans la crypto-monnaie, vous avez de fortes chances effectivement de passer de 5 francs à 10 francs. Parce que effectivement, si les gens comprennent l'importance, comme dit le frère ici, si les gens comprennent l'importance de la crypto, ils vont vous suivre. Parce qu'ils vont se rendre compte que c'est un moyen de fructification. D'accord? Deuxièmement, c'est un moyen également qui permet de sécuriser l'argent qu'on a. Bon, on ne le dit pas très assez, mais c'est vers là qu'on est en train de partir. Parce que tout de suite, comme je l'ai dit, il y a des questions qu'on ne va pas... Oui. Mais ce serait plus simple pour vous d'avoir un 10 000 francs dans votre téléphone portable et vous balader avec. Oui, c'est plus sécurisant. C'est plus sécurisant. Oui. Même si quelqu'un prend votre téléphone portable, tant qu'il n'a pas le code, votre code Orange Money, il ne peut rien faire avec. Tout à fait. Bon, il n'a qu'à détruire votre puce. Il y a cette possibilité même de contacter l'agence pour qu'on bloque. Donc, il y a tout un moyen autour pour sécuriser ce que vous avez. Et le monde est en train d'aller vers là. Donc, non seulement vous pouvez sécuriser votre argent, mais vous pouvez également augmenter votre mise. C'est ça qui fait la chose. Et donc, au regard de tout ce potentiel, on ne peut pas rester en marge. Et ça fait que autour, bien sûr, des intelligences naissent, donc des idées naissent. Oui. Et des gens créent parallèlement aussi d'autres monnaies. Tout à fait. Voilà. Mais comme je l'ai dit, il faut peut-être regarder toutes ces monnaies-là et puis savoir comment elles fonctionnent. En réalité, c'est un peu ça. Mais aujourd'hui, on est à environ combien de monnaies numériques? Est-ce que ça atteint 100? Aujourd'hui, il y a plus de 2000 monnaies numériques dans le monde. Et toutes ces monnaies fonctionnent? Toutes ces monnaies fonctionnent. Maintenant, là où il faut faire attention, ce n'est pas toutes ces monnaies qui ont de l'avenir, justement. Si vous voyez un peu, nous sommes montés au créneau pour vraiment amener les gens à regarder clair là-dedans. Ce n'est pas toutes ces monnaies qui ont de l'avenir. Mais c'est une chose normale. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes dans un domaine qui marche, il y a beaucoup de gens qui se lancent là-dedans. Vous et moi, nous pouvons créer une crypto-monnaie. Mais maintenant, il ne suffit pas de la créer. Il y a un autre travail qu'il y a derrière. Comment faire pour que les boutiques, les magasins, les populations acceptent la monnaie et qu'ils puissent l'utiliser dans leur quotidien. C'est là où il y a le grand danger. Or, quand vous prenez, par exemple, le YEM aujourd'hui, le YEM est dans 157 pays au monde. Le YEM est déjà utilisé en Allemagne comme monnaie et à la place de l'euro. Okay. Qu'est-ce qu'on peut acheter concrètement avec le YEM? On peut acheter n'importe quel bien, n'importe quel... Même au Bénin à côté, les Béninois l'utilisent déjà pour payer des motos. En Côte d'Ivoire, les Ivoiriens l'utilisent déjà pour payer des biens, des portables. Il suffit d'avoir l'information. Parce qu'aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas l'information. Et même quand ils ont l'information, ils ont cette paresse-là de faire des recherches. Quand tu fais des recherches, tout est clair. Donc, comme vous parlez de la genèse, je ne vous retire pas la parole. Oui. Mon tour viendra. Mais comme elle a posé la question pour savoir... Non, ne vous en faites pas. Voilà. C'est un débat causerie. Voilà. Okay. On échange pour éclairer les téléspectateurs. Par rapport à la genèse, j'avais quelque chose à ajouter. D'accord. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui. Il faut savoir que la monnaie numérique est née dans les années 90 grâce à l'œuvre des amoureux de l'Internet qu'on appelle cyberpunk. On les appelle comme ça aux États-Unis, des cyberpunk. C'est les cyberpunks là qui ont eu cette idée-là de créer la première cryptographie pour donner plus de liberté, plus d'indépendance. Vous savez, les Européens, les Occidentaux,
ils aiment la liberté, jusqu'à la liberté même est devenue une religion chez eux. Il se trouve que ces cyberpunks-là, ils ont eu cette idée d'abord de créer la première cryptographie. Et celui-là qui a vraiment porté le projet s'appelle David Soum. David Soum. Et ce dernier-là a créé d'abord ce projet, un projet autour de DigiCash. Mais malheureusement pour lui, il a porté l'information auprès des institutions et auprès des gouvernants. Donc ils ont étouffé l'œuf avant que ça ne voie le jour. Voilà. Mais maintenant, une monnaie naît forcément, généralement, autour des crises. Donc c'est ce qui a amené maintenant, suite à la crise de 2008 aux États-Unis et en Espagne, qu'est-ce qui s'est passé? Il se trouve que cette bulle, cette crise qui a été créée par les banques, il y a un développeur, un programmeur professionnel, un pirate expert qui a eu l'idée maintenant de créer, du nom il s'appelle Satoshi Nakamoto. Personne ne connaît sa vraie identité. C'est l'identité virtuelle qui est là. L'identité virtuelle. D'accord. Satoshi Nakamoto. En 2008, il a eu l'idée maintenant de créer la première crypto-monnaie qui s'appelle le Bitcoin, qu'il a logé maintenant dans une chaîne de blocs qu'on appelle blockchain. Et la blockchain maintenant devient une portefeuille numérique à partir de laquelle vous pouvez faire n'importe quelle opération dans le monde. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a amené justement cette grande révolution, cette invention à s'imposer? Parce que les investisseurs, qu'on appelle couramment les lobbies de ce monde, ont eu confiance en ça. Ils ont mis beaucoup de milliards là-dedans. Et c'est ainsi que, du coup, il y a eu de l'engouement autour de la crypto-monnaie. Il y a plus de 2000. Mais maintenant, là où le bas blesse maintenant, il se trouve que le Bitcoin, 57% de la crypto-monnaie est détenue par 4% de personnes dans le monde. Ça fait que le jour où ces derniers décident de vendre ou bien de se débarrasser, la cour chute. C'est ainsi que le Bitcoin est passé de 20 000 $ en 2017 pour passer aujourd'hui à 3 000 $. Mais même avec ça... C'est une grande chute. C'est une grande chute. Et même avec ça, les Burkinabés ne payent pas s'en acquérir. Voilà pourquoi je lance un appel à tous les milliardaires de ce pays de comprendre que les billets de banque qu'ils ont auprès des banques là ne serviront à rien dans 10 ans, 15 ans. S'ils n'enlèvent pas le minimum de leur maximum pour investir dans la crypto-monnaie, ils seront tout simplement les pauvres de demain. Parce que ceux qui ont la crypto-monnaie, c'est eux qui seront les riches de demain. C'est ainsi que Christine Lagarde, qui est la présidente du FMI, est montée au créneau pour dire aux grandes puissances qu'ils doivent songer à créer des crypto-monnaies pour leur pays. Parce que c'est quelque chose qui ne peut plus contrôler. D'ailleurs, le G20, ils ont fait plusieurs réunions et finalement, la formule qu'ils ont trouvée, c'est essayer de réguler, c'est essayer de mettre des taxes. Parce que pour arrêter la crypto-monnaie, il faut arrêter l'Internet. Or, on ne peut pas arrêter l'Internet. Oui. Donc, voilà l'enjeu qu'il y a dedans. Et aujourd'hui, nous, en tout cas, nous sommes en train de savourer notre succès. Et nous invitons également tous les Burkinabés et le slogan que moi je lance, d'ailleurs, et habituellement pour tous ceux qui me connaissent, chaque Burkinabé un père-nom. Chaque Burkinabé. Qu'est-ce qu'un père-nom? Un père-nom, c'est un numéro personnel qui te permet d'avoir accès à ta blockchain, à ton portefeuille numérique dans notre Safe Zone. Puisque Safe Zone, c'est une communauté ultra sécurisée. Et tant que tu n'as pas un père-nom, tu ne peux pas y accéder. Et le père-nom est gratuit. D'accord, nous allons continuer avec M. Traoré. Alors, Kamakolo, est-ce que ça existe seulement au Burkina Faso ou bien dans d'autres pays d'Afrique? En fait, comme M. Solomon Tello l'a dit, en fait, d'abord même le projet Globumi est un projet qu'on veut africain, avant toute chose, et donc un projet qui ne s'arrête pas juste aux frontières du Burkina. Donc il est tout à fait évident que l'ensemble de toutes nos initiatives, que ce soit cette crypto-monnaie-là, que ce soit nos formations, que ce soit nos autres produits d'investissement financier, soient aussi proposés à d'autres Africains ou à d'autres communautés qui sont même en dehors du Burkina. Donc à Makolo, lors du lancement, il y a des investisseurs qui nous faisaient déjà confiance au niveau de nos produits Kamaforex, qui ont investi massivement pour accompagner cette monnaie-là parce qu'ils y croient. Oui. Il y a également une chose que je voulais rappeler, qui n'a peut-être pas été soulignée par le DGA. Kamakolo est la seule, je dirais, unique monnaie africaine, je dirais pas mondiale, mais africaine, parce qu'il y a plus de 2000 monnaies. Il faudrait passer tout le monde en revue, mais africaine à garantir
une croissance de valeur pendant sa phase de maturation. Je rappelle que, en fait, nous avons structuré cette crypto-monnaie-là pour répondre à plusieurs problématiques que le DG a rappelées. Les populations africaines, généralement, ont été mises toujours à l'écart des grandes décisions ou des évolutions, voilà, de l'évolution de ce monde-là. Oui. Donc, ce qui fait qu'ils prennent toujours le train en retard. Mais là, qu'est-ce que l'Afrique a raté comme train? C'est le train. On a eu l'ère industrielle, la révolution industrielle, on a raté ça. La révolution informatique, numérique, voilà. On l'a raté. Maintenant, on est en train de rentrer dans une révolution de cryptage. Oui. Je vais juste m'arrêter au cryptage. Donc, cette révolution de cryptage-là, il faut amener les Africains à y adhérer petit à petit. Mais tout en se souvenant de la particularité de notre contexte. Les populations n'ont pas énormément de moyens que ça. Comme il l'a rappelé tout à l'heure, comme M. Rasmani l'a rappelé tout à l'heure, il faut que les gens aient de l'argent pour pouvoir acheter des bitcoins. Tout à fait. C'est pas évident. Acheter un bitcoin qui va te coûter 2 millions, $3 000, plus de 2 millions de francs CFA, c'est pas évident. Donc, c'est en voyant tout ça qu'il a été décidé de lancer notre crypto-monnaie en l'adossant à notre activité de trading. C'est-à-dire que nos investisseurs, ceux qui achètent notre crypto-monnaie, depuis la création, même maintenant encore, jusqu'à la fin de la phase de maturation, vont voir la valeur de leur crypto-monnaie évoluer. Et elle évolue par notre activité de trading, c'est-à-dire les achats et les ventes de devises étrangères qu'on fait déjà en ligne. Ils vont pouvoir profiter de ces retombées-là, de ces rendements-là, au niveau de leur crypto-monnaie. Et on a prévu au minimum une croissance de 360% à la fin de nos 18 mois. Wow. Ça, c'est le minimum. Oui. Certaines personnes peuvent penser que c'est extraordinaire, mais nous vous invitons à venir à nos séances. Il faut rêver grand. Oui, mais là, ce n'est pas un rêve, c'est quelque chose qu'on fait déjà. Rêver, c'est si je vous dis qu'on va faire 8000%. Oui. Parce que, oui, 8000%, on ne l'a peut-être pas encore fait, mais monsieur Diallo peut le confirmer, monsieur Hippolyte Sombier a déjà réalisé 7800% sur ces marchés-là. Donc, oui, 7800%, ce n'est pas un rêve pour nous, c'est déjà quelque chose qui a été fait. 8000%, c'est peut-être un rêve. Mais déjà, je vais revenir encore, 360% au minimum. Et au maximum, on peut aller jusqu'à 3000%. Donc ça, c'est cette monnaie numérique-là qui a cette particularité-là. Maintenant, je vais revenir peut-être un peu en arrière dans l'historique de la monnaie. En fait, avant de parler de crypto-monnaie aux populations africaines, il faut d'abord recentrer la chose sur la monnaie. Les populations africaines ne savent vraiment pas ce que c'est que leur monnaie. Ils voient ça plutôt comme un outil. Tout à fait. Vu que c'est d'échange. Voilà, c'est un biais, c'est une je vais vous donner une information. Les monnaies qu'on connaît, c'est-à-dire les monnaies fiduciaires, papier qu'on connaît, ne représentent que 2% de la masse monétaire qui circule dans le monde. Ça veut dire tous ces billets de banque qu'on peut avoir dans nos poches et ainsi de suite ne représentent que 2%. Le reste est déjà numérique. On ne peut pas les imprimer. Techniquement, on ne peut pas les imprimer. Donc, c'est à travers des transactions que ça se fait. Tu veux acheter un bien à travers une banque, voilà. C'est ça. C'est juste des écritures comptables. Oui. Et au niveau de la BCAO, au niveau d'autres banques centrales, ils font juste des jeux d'écriture. Oui. C'est comme ça que ça marche. Maintenant, la crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? Comme M. Rasmani l'a dit, c'était pour répondre à certains besoins qui ont commencé à naître au vu de Internet, qui est un nouveau monde où les utilisateurs veulent avoir de la sécurité, ils veulent avoir de la confidentialité et puis ils veulent avoir de la liberté. Bon, on sait tous qu'aujourd'hui, si moi je me lève, ok, je veux acheter une maison aux États-Unis, je vais à la banque et qu'on me dit que la maison coûte 1 milliard, je dis à la banque, ok, moi je vais acheter la maison aux États-Unis. On va me demander des tonnes de papier. Tout à fait. Ok, pour pouvoir justifier, où est-ce que j'ai eu l'argent, 2, vraiment, il faut prouver que tu vas vraiment prendre la maison, et ainsi de suite, et plein d'autres procédures. Et que le vendeur aux États-Unis respecte les impôts. Tout à fait. Bon, voilà. Bon, face à tout ça, les utilisateurs de Internet, qui sont majoritairement de la génération Y, c'est-à-dire des jeunes qui n'ont pas eu les contraintes de nous, nos parents, veulent la liberté. Oui. Cette génération qui est sur Facebook, WhatsApp et Instagram et autres veut la liberté. Donc,
Ils se sont dit, OK, on va penser peut-être à quelque chose pour offrir de la liberté au monde. Voici pourquoi cette monnaie-là, numérique, a pris automatiquement. Donc, dans le processus de création d'une monnaie, même si aujourd'hui, vous et moi, nous nous levons et que nous disons, OK, on veut créer une monnaie, ce qui va se passer, dans un premier temps, il faut un transfert d'abord de richesse. C'est-à-dire d'une monnaie que nous, vous et moi, on utilise ou que plusieurs utilisent. Donc, on transfère nos richesses d'abord dans cette monnaie-là. Que ce soit le CFA, le CD, le Naira, le dollar, l'euro. On a tellement confiance en cette monnaie-là que nous transférons notre richesse là-dedans. Et ensuite, pour que cette monnaie-là vive, il faut pouvoir l'utiliser. En réalité, en l'utilisant, c'est la troisième valeur de la monnaie qui est l'échange, la spéculation. C'est juste ça qu'on va commencer à faire. Et en transférant nos richesses dans cette monnaie-là, on utilise la deuxième valeur d'une monnaie qui est la réserve, c'est-à-dire la réserve de richesse. On a transféré nos richesses dans une autre réserve. C'est comme si vous achetez... Qui est numérique. C'est comme si vous achetez de l'or. Vous transférez votre richesse en or. Et on dépose ça sur un compte. Voilà, c'est ça. Et c'est exactement ça qui se fait. Donc, on a décidé de transférer notre richesse au niveau de cette crypto-monnaie-là. Et lorsqu'on fait ces transferts-là, ce qui va se passer maintenant, il faut faire vivre la monnaie. Donc, il faut pouvoir l'utiliser. Les transactions. Il faut pouvoir faire des transactions. C'est en utilisant la monnaie que, en réalité, cette monnaie-là va pouvoir générer de la valeur. Avant même de générer de la valeur, va d'abord pouvoir asseoir une certaine crédibilité, une certaine légitimité. Tout à fait. Aujourd'hui, oui, en tant qu'investisseur, vous serez plutôt attiré par le profit. Tout le monde est derrière le profit. Mais l'idée première de la crypto-monnaie, lorsqu'elle a été créée, même celle du Bitcoin, n'était pas de faire de la richesse. C'était juste la liberté et protéger les gens lorsqu'ils font des transactions sur Internet. Donc, c'était une monnaie pour pouvoir faire des transactions sur Internet. Maintenant, par la suite, la valeur intrinsèque d'une crypto-monnaie qui est de ne pas augmenter on va dire, de nombre, la valeur nominale, en fait, on ne va pas l'augmenter, tout simplement après la période de ICO, c'est-à-dire, par exemple, dans le cas du Bitcoin, c'est 21 millions de Bitcoins qui ont été arrêtés, c'est-à-dire il n'y a plus aucune émission de Bitcoin supplémentaire. Et ce n'est pas ces 21 millions de Bitcoins-là qui ont été vendus. Non, il y a un certain nombre qui a été vendu. Et le reste est sous forme de stock. Voilà, est sous forme de stock et on va maintenant rentrer dans un autre processus, on appelle ça du minage, en fait. Donc, il y a des mineurs qui vont miner pour pouvoir aller chercher ces valeurs-là petit à petit. Et ces mineurs à travers... C'est comme si ces personnes vendaient, au fait, en contrepartie d'une valeur. C'est ça. C'est exactement ça. Les vendre, comme on dit, les liquider en quelque sorte. Tout à fait. D'accord. Donc, c'est ça qui va se passer. Donc, vous voyez, le fait de ne pas rajouter encore de nouveaux bitcoins ou de nouvelles crypto-monnaies, le nombre de crypto-monnaies reste fixe. Maintenant, dites-vous une chose. La crypto-monnaie elle-même, en tant que bien, en tant qu'actif, imaginez-vous qu'on est dans un marché, là je vais parler un peu de termes économiques, on est dans un marché où un bien, l'offre d'un bien n'augmente pas, mais la demande augmente. Qu'est-ce qui se passe? La valeur va bouger. Tout à fait. Voilà. Une inflation. Non, la valeur augmente d'abord. Oui, d'accord. D'abord, on ne va pas parler d'abord de termes d'inflation. La valeur va augmenter. Donc, ça, qu'est-ce que ça permet aux populations ou aux gens qui utilisent le Bitcoin? Pourquoi ils se sentent rassurés, par exemple, avec ces crypto-monnaies-là? C'est que l'inflation n'a pas lieu sur ces crypto-monnaies-là. Parce qu'on ne peut pas créer de nouvelles richesses de plus que ce qui existe déjà. En fait, l'inflation... Donc, ils sont en sécurité en quelque sorte. Voilà. Okay. Voici pourquoi M. Rasmani a dit qu'il y a 4% des utilisateurs qui détiennent 57% des crypto-monnaies. Et 97%. Vous voyez, les banques ou les multinationales, elles sont très intelligentes. Et dans leur recherche d'optimisation de leur richesse, quand elles ont senti que le Bitcoin répondait à certaines choses et que l'Internet, c'est leur marché à eux d'avenir dont ils contrôlent la totalité, ils ont décidé de transférer une grosse partie de leur richesse dans ces crypto-monnaies-là. Déjà, à la base, elles ont déjà de l'argent. Et lorsqu'elles faisaient ce transfert-là, et c'est lorsqu'elles faisaient juste ce transfert-là que la valeur a monté jusqu'à 20 000 $. Ce n'est pas pour une autre raison. Vous comprenez? Donc, il y a eu une demande trop forte sur le marché et ça a fait monter la valeur. Et là, maintenant, le marché a corrigé tranquillement. Maintenant, vous comprenez avec moi que
nous autres investisseurs, on peut acheter de la devise dans tous les cas, c'est un peu ça qu'on fait à Globimi. Oui. On achète des devises, on vend, histoire de pouvoir réaliser des profits qu'on reverse à nos investisseurs. Et tout. Voilà. Mais on pourrait le faire exactement avec les crypto-monnaies, parce que ce sont des monnaies, ce sont des devises également. Oui. Mais pour l'instant, nous, on a décidé de lancer notre crypto-monnaie. Et contrairement aux autres crypto-monnaies, on s'est dit, OK, les populations africaines, elles ont besoin d'abord de gagner de la richesse. Et dans ce processus de gain de richesse-là, on va adosser notre crypto-monnaie à notre activité de trading. D'où elles ont acheté une crypto-monnaie à une valeur qui était très basse et nous allons faire croître la valeur de cette crypto-monnaie-là jusqu'à à travers le trading qui n'est pas le même trading dont monsieur parlait, monsieur Rasmani. Parce que monsieur Rasmani, lorsqu'il dit trading, en fait, c'est une plateforme où il y a beaucoup de boutiques. Vous savez, en anglais, le mot trading, ça veut dire commerce. Oui. Mais nous, le mot trading, c'est pas dans le même sens. C'est plutôt dans le sens plutôt de marché boursier. Du forex, oui. Notamment, de marché des devises étrangères. Donc, c'était la petite clarification que je voulais faire. Curiosité, est-ce qu'on pourra, à maturation, est-ce qu'on pourra acheter une maison avec du Kamakolo? Parfait. Là, vous avez posé la bonne question. Bon, je vais d'abord laisser la parole Monsieur Diallo. Merci à M. Traoré qui a fait un très bon développement. Mais c'est l'objectif, en fait. C'est l'objectif. Comme vous le savez, aujourd'hui, si vous poussez vos recherches, vous allez vous rendre compte que même le Bitcoin, aujourd'hui, est utilisable. Donc, c'est une monnaie d'échange aujourd'hui. Et c'est ce qui va se passer avec, effectivement, Kamakolo et peut-être bien d'autres monnaies numériques qui, effectivement, vont respecter le schéma, bien entendu, d'un développement, j'allais dire, durable. C'est simplement ça. Voilà. Alors, pour utiliser un Kamakolo ou bien le Kamakolo pour acheter une maison, est-ce qu'il faut forcément qu'un agent immobilier soit détenteur de Kamakolo? Bon. Je veux comprendre au fait. OK. Pour répondre à ça, en réalité, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on aura fini notre phase de maturation avant de se lancer en ICO? Ce qui va se passer, c'est que nous aurons aussi fait déjà de la promotion auprès de la population pour l'utilisation de cette monnaie numérique-là. Déjà, il y a une chose qui est très intéressante. En date, au jour d'aujourd'hui, les utilisateurs de Kamakolo, si vous dites à un utilisateur de Kamakolo, ah, regarde, moi j'ai des Kamakolo, mais je veux te donner, je cherche quelqu'un pour pouvoir acheter mes Kamakolo. Tous les utilisateurs de Kamakolo vous diront, venez s'il vous plaît, tenez l'argent, transférez-moi vos Kamakolo. Parce que je sais qu'à terme, je vais gagner plus. Parce que là, présentement, nous sommes quasiment à 142 ou 143% en date d'aujourd'hui. Mais à terme, c'est 360% minimum. Ça veut dire que 360% peut-être. Je n'ai pas donné une autre précision, mais c'est 60% de rendement. On n'a pas encore parlé de votre capital initial. Oui. Si on rajoute le capital initial dedans, ça fait 460%. Donc, est-ce que vous vous imaginez que si vous avez investi 1 million, à terme, c'est 4 600 000 francs que vous allez recevoir. Mais au jour d'aujourd'hui, vous vous dites, ah, j'ai besoin d'argent, j'aimerais vendre tous mes Kamakolo à quelqu'un d'autre. La personne va dire, OK, s'il te plaît, viens, je t'achète ça à 1 million. Oui. Est-ce que vous serez d'accord à ça? Non. OK, parce que tout simplement, nous, en tant qu'entreprise, nous avons garanti la valeur de notre monnaie à la fin de la période de maturation. Et une fois la période de maturation terminée, en ce moment, nous aurons fait le travail nécessaire pour que cette monnaie-là rentre dans les us et usages des populations. Tout à fait. Et il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres moteurs de création de richesse derrière cette monnaie-là parce qu'on la veut africaine. Et il faut accompagner l'Afrique vers cette transition-là. Merci beaucoup, M. Traoré. Comme le temps passe vite, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Voilà. Monsieur Dabonné, vous allez donner votre dernière intervention. Voilà. OK. Vraiment, le temps a été bref, mais je me laisse signifier quelque chose par rapport à votre question. Oui. Vous avez demandé à savoir est-ce qu'on peut utiliser les crypto-monnaies au Burkina pour acheter une maison. Par exemple, le YEM. Est-ce qu'on pourra l'utiliser pour acheter une maison au Burkina Faso? Déjà, les Américains l'utilisent pour payer des appartements au niveau de l'Allemagne. D'accord. Et il y a une plateforme même qui permet à tous les détenteurs du YEM dans le monde de pouvoir être copropriétaires. On appelle ça propriétaire fractionnaire des immeubles aux États-Unis et en Allemagne. Et moi, des immeubles, par exemple, si des immeubles qui ont 100 appartements, ça veut dire quoi? Une personne peut avoir un appartement, c'est ça? Puisque Safe Zone est un espace qui peut, j'allais dire, avaler n'importe quelle entreprise, quelle qu'en soit son ancienneté. Il se trouve que les agences immobilières en Allemagne comme aux États-Unis ont fait confiance à Safe Zone et aujourd'hui, Safe Zone a émis un sous-jeton qu'on appelle TEC.
et à travers le tech que tu peux utiliser maintenant pour payer ton loyer, payer carrément l'appartement en Allemagne. D'accord, nous sommes déjà voilà, à mais la fin mon mot de fin, oui. c'est que le problème de l'Afrique francophone, ce n'est pas seulement le franc CFA. L'Afrique francophone est confrontée au manque de vision. Donc, je lance un appel à tous les Burkinabés de comprendre que le tournant que nous avons n'est plus un tournant, ce n'est plus une question seulement de monnaie, de francs CFA, mais c'est une question de vision. Et nous devrions maintenant saisir ces opportunités-là. Sinon, le monde de demain sera encore plus difficile à vivre. D'accord. Donnez-nous juste votre numéro WhatsApp. Mon numéro WhatsApp, c'est le 70 00 56 25. D'accord. Monsieur Diallo, pour conclure. Alors, je dirais qu'il faut encore ce type de débat. Oui. Parce que, comme il a dit M. Traoré, nous sommes à une époque où le langage est véritablement crypto-monnaie. Tout à fait. Okay? Il y a eu des époques, comme il a dit, d'industrialisation, technologie, machin, tout ça. Mais on est aujourd'hui à cette époque-là. Et il n'est pas question que l'Afrique reste en marge. Il n'est pas question. Parce que la technologie qui est utilisée partout ailleurs pour permettre cela, nous pouvons l'acquérir, nous pouvons également développer, nous pouvons même faire mieux que cela. Donc, tout ce que je peux dire ici, c'est d'inviter la jeunesse africaine. Comme on dit, l'avenir de l'Afrique appartient à la jeunesse africaine. Donc, j'invite la jeunesse africaine à creuser davantage. À se former, à s'intéresser. À comprendre de quoi il s'agit, vers là où va le monde, pour qu'ensemble nous puissions prendre des décisions qui participeront véritablement au développement de notre cher continent. D'accord. Votre contact WhatsApp? C'est le 76 50 18 03. 76 50 18 03. Vous allez rappeler pour vous? Sur moi, c'est le 70 00 56 25. D'accord. Juste un dernier mot, M. Traoré, pour conclure. Déjà, je remercie BF1 et l'opportunité qu'on nous a donnée de pouvoir exposer ou présenter ce que nous pensons de la crypto-monnaie et principalement notre crypto-monnaie. Et j'invite tous les Burkinabés, tous les Africains, tous ceux qui pourront entendre parler de Globumi, Kamaforex ou Kamakolo, à s'y intéresser. Vous pouvez nous contacter, vous pouvez aller sur notre site web et surtout, ne ratez pas le tournant de l'ère de la crypto-monnaie. Merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Merci à M. Rasmane Daboné, merci à M. Solomon Diallo, merci à M. Nonsan Traoré. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci à toute l'équipe, à sa tête, M. Dieudonné. Merci à Faso Chic pour cette belle tenue. Faso Chic se trouve à la Padoue, non loin de la pharmacie Koura. Et à très bientôt pour un autre numéro sur BF1 Télévision. Et d'ici là, portez-vous bien.